Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Freddy Piquet du CIC Nord-Ouest et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et ce que je vous propose durant ce webinaire, c'est de réfléchir ensemble à la gestion de votre trésorerie. Je suis accompagné de Tanguy Grimm, superviseur au sein du cabinet d'expertise comptable KPMG, qui va nous apporter son expertise sur le sujet, et de Laurent Toral, directeur commercial de notre filiale de gestion et de financement du poste client CIC Factoring Solutions. Alors, ce webinaire devrait durer environ 45 minutes, une trentaine de minutes qui sera consacrée à la présentation, ce qui va nous laisser ensuite du temps pour échanger et répondre à vos questions que vous pouvez déposer au fur et à mesure dans l'onglet questions-réponses en bas de votre écran. Alors, ce que je vous propose durant ce webinaire, c'est de faire un bref retour sur le passé et on regardera dans un deuxième temps ce qui nous attend pour la période à venir. Et enfin, nous réfléchirons aux anticipations, aux décisions à prendre en fonction des différents scénarios et en fonction de votre propre situation. Bref, nous allons rentrer dans le concret de votre trésorerie. Alors, commençons par un rapide retour sur 2020, une situation inédite qui a entraîné un effondrement immédiat et brutal de l'économie. Et face à cette situation, il fallait tenir quoi qu'il en coûte. Donner de la visibilité, donner de la confiance en l'avenir. Alors, il y a eu plusieurs mesures, le report des échéances de prêts, des mesures d'aide du gouvernement aux entreprises, la prime de relance mutualiste du Crédit Mutuel et du CIC, et bien d'autres mesures qui ont été prises, dont la principale était le PGE, le prêt garanti par l'État. Il fallait agir pour éviter de bloquer l'intégralité du système et notamment éviter de bloquer les règlements interentreprises. Alors, il y a eu la solidarité de fait entre tous les acteurs, car tout le monde était concerné au même moment. Et c'est ceci qui explique l'engouement pour le PGE, même pour les entreprises qui étaient plutôt bien structurées. Dans l'adversité, le premier réflexe, c'est bien sûr celui de la sécurité. Le PGE, c'est 132 milliards d'euros distribués à 655 000 entreprises en 2020. Et d'ailleurs, par rapport à ça, comment avez-vous conseillé vos clients, Tanguy ? Alors, côté KPMG, nous avons conseillé et accompagné nos clients de différentes manières, à savoir le report de leurs charges sociales et fiscales éligibles, qui, in fine, s'est traduite par une exonération pour certaines d'entre elles, la réalisation des demandes de fonds de solidarité pour certaines sociétés qui n'avaient pas forcément les compétences en interne et le temps nécessaire, également de la mise en place des mesures de chômage partiel pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, et enfin dans leur demande de souscription à un emprunt PGE qui a été notre principal accompagnement. Donc concrètement, ça a consisté à la réalisation de prévisions d'exploitation et de trésorerie, afin de mesurer quel était l'impact et quel serait l'impact de cette crise du Covid, et à la fois sur l'activité et donc sur la rentabilité. Et ensuite, en la définition du besoin de trésorerie qui en découle. Donc lors de cet accompagnement, on a constaté finalement que la crise a généré en début de période plutôt un effet favorable, avec une bulle de trésorerie du fait de deux principaux phénomènes. Tout d'abord, la mise en place des différentes aides qui ont été très, très rapides et donc qui ont soulagé la trésorerie des entreprises, et enfin un effet de besoin en fonds de roulement plutôt favorable du fait des encaissements de vos créances clients, et vous avez parfois dans une moindre mesure décaissé vos fournisseurs, qui a créé cette bulle de trésorerie. Donc une situation inédite, des mesures spectaculaires qui ont connu un certain succès. Comment allons-nous revenir à la normale? Qu'est-ce qui nous attend maintenant, Freddy? Alors, il y a un an, on devait faire des choix dans l'urgence et en l'absence totale de visibilité. Et aujourd'hui encore, il nous reste une dose d'incertitude, on le voit avec ce nouveau confinement, mais il y a également des choix à faire. Comment peut se faire ce retour à la vraie vie? Il sera forcément très progressif, il sera forcément hétérogène selon les secteurs d'activité, et globalement, on peut identifier 3 facteurs de risque importants. On peut parler des défaillances d'entreprises qui pourraient s'accélérer, on peut parler des délais de paiement, et bien sûr, l'activité. Laurent, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces éventuelles défaillances?
Oui, alors cela fait des mois que les autorités nous prédisent le pire en termes de défaillance d'entreprise. Alors pour autant, ce scénario n'a eu de cesse que de se reporter sous l'effet anesthésiant, on l'a vu, de l'ensemble des mesures gouvernementales et bancaires, mais également sous l'absence de forts rebonds économiques dans la plupart des secteurs d'activité. Alors ne nous y trompons pas, ce scénario aura bien lieu, au moins pour trois raisons. La première, c'est qu'il y aura obligatoirement un effet de rattrapage pour les dizaines de milliers de structures qui auraient pu ou dû être liquidées en 2020. Alors on parle de 20 000 quand même, hein, donc c'est quand même pas rien. Il y aura également un effet d'épuisement tout à fait naturel pour les plus fragiles, et notamment dans les activités les plus touchées, les plus concernées. Et puis enfin, le risque habituel de ce qu'on appelle, nous, l'effet domino. En fait, quand on entend souvent dire que les procédures judiciaires, une procédure judiciaire sur 4 est liée directement à un ou plusieurs impayés qu'on subit, c'est bien de ça dont on parle quand on parle d'effet domino. Un client ou un fournisseur peut être d'excellente qualité à un instant T, mais subir une défaillance qui va le fragiliser extrêmement rapidement. Et ça, c'est extrêmement difficile de le lire si on n'a aucun outil. Ouais, on comprend bien ce côté presque inéluctable du scénario, mais depuis le temps qu'on nous en parle, c'est pour quand? Alors ça, c'est une question pour un analyste de conjoncture économique. Bon, je ne le suis pas. Hein. Et on a vu à quel point ils se sont trompés déjà l'année dernière. Donc, il faut rester prudent. Donc, il est difficile de parier sur un début, une date fatidique des débuts de l'hostilité. Mais on évoque aujourd'hui assez fréquemment une montée progressive des risques sur la fin sur le second semestre, et avec une accélération ou un effet amplificateur en début d'année prochaine, sous l'effet notamment, sous ce fameux effet domino. Mais ce scénario de crise va avoir un impact, certes, sur les défaillances, mais également sur les délais de paiement, ce qui peut être peut-être plus lourd même pour la majorité des entreprises. Alors, on voit bien sur le slide, depuis 20 ans, nous avions réussi collectivement et progressivement, et sous l'effet essentiellement de la loi LME, à gagner près de 10 jours de délai de paiement, donc ce qui était absolument énorme. Et ce gain a été quasiment effacé en quelques mois. Alors, il faut bien comprendre que chaque fois que l'environnement économique se dégrade, les délais de paiement augmentent de manière quasiment corollaire. Alors, si la mise en œuvre des PGE a permis de débloquer la situation qui était quasiment complètement bloquée en juin ou juillet l'année dernière, les statistiques n'ont cessé de se détériorer depuis, et particulièrement depuis la toute fin d'année. Et il faut s'attendre à aucune amélioration. Alors, il y a eu quelques études, on vous a mis le résultat sur la slide, quelques études sur le sujet auprès de chefs d'entreprise dont vous faites partie. Et en fait, tous les résultats vont dans le même sens, de la constatation d'une dégradation constante et progressive. Alors, à l'échelle nationale, c'est 11 jours aujourd'hui de retard de paiement. C'est une enveloppe de 19 milliards. Pardon. Alors, bon, ça paraît un peu flou comme ça. À l'échelle d'une entreprise, le décalage d'une facture client un peu importante, ça peut juste générer l'incapacité de payer un fournisseur en temps et en heure, et c'est ce qui commence à saper finalement la confiance avec ses partenaires. Alors voilà, on vient de voir à la fois les défaillances, les délais de paiement. Qu'est-ce qui nous attend en termes d'activité, Tanguy? Alors, concernant l'activité, on a une reprise d'activité qui est, comme vous le savez, très hétérogène en fonction des secteurs, et notamment sur la slide qui vous est projetée, qui est assez parlante. Donc, on voit bien l'impact du premier confinement sur le deuxième trimestre 2020, et finalement, donc très fort et très disparate, très hétérogène en fonction du secteur. Et sur ce premier trimestre 2021, finalement, une baisse avec une activité qui n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant la crise. Donc, pour citer quelques exemples, je pense notamment aux sous-traitants d'aéronautique, aux transporteurs à destination des cafés, hôtels, restaurants, aux distributeurs pour les grandes entreprises et ETI qui notamment ont une baisse de leur activité du fait du télétravail, ou de façon plus générale, le conseil, la production, le BTP, qui ont tous connu une forte baisse de l'activité du fait principalement des confinements, avec un retour à leur activité d'avant qui se fait de façon extrêmement progressive, comme on a pu le voir. À l'inverse, pour citer d'autres exemples qui ont plutôt eu un effet favorable, je pense aux transporteurs de petits colisage ou les transporteurs en général dans l'agroalimentaire qui ont plutôt eu un effet favorable sur leur activité. Donc, pour les entreprises dont l'activité a été et est impactée par cette crise Covid, la reprise est extrêmement progressive et peut générer des besoins de trésorerie, donc qui s'expliquerait par à la fois l'augmentation de la facturation et, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec le besoin au fond de roulement, des délais de règlement client qui peuvent être plus importants que vos délais de règlement fournisseurs, et donc générer un besoin, donc la fameuse bulle de trésorerie qu'on a eu tout à l'heure,
va s'inverser finalement, et à cela va s'ajouter les échéances de remboursement d'emprunt, notamment PGE, avec une activité qui finalement n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise. Donc on a une reprise d'activité contrastée qui va nécessiter d'anticiper. Ouais, en conclusion, ces trois aspects, les défaillances, les délais de paiement, la reprise d'activité peuvent même se cumuler et dégrader significativement la trésorerie. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier son besoin, Tanguy ? Alors, pour bien identifier son besoin, il convient d'évaluer le degré d'instabilité de son environnement. Je pense qu'il faut se poser différentes questions. Quel est mon niveau d'activité ? Est-ce que j'ai retrouvé mon niveau d'activité d'avant-crise ? Comment ont été impactés mes partenaires, clients, fournisseurs ? Comment me suis-je adapté pour faire face à cette crise ? Et mon business model a-t-il évolué ? Donc, c'est un questionnement qui va vous amener à vous projeter, à anticiper, à évaluer l'impact sur votre performance et donc, in fine, sur votre capacité de financement. Donc, finalement, ça revient à répondre à la question principale suivante. Est-ce que mes performances sont en adéquation avec mes engagements et je pense principalement, est-ce que je vais pouvoir, avec ma performance, faire face à mes échéances d'emprunt ou est-ce que j'ai besoin d'investir pour améliorer cette performance-là ? Donc pour cela, il convient de réaliser des prévisions d'exploitation et de trésorerie qui peuvent prendre la forme de scénarios. Et selon nous, le scénario le plus prudent doit être pris afin d'anticiper au maximum ses besoins de financement. Donc en synthèse, je dirais questionnement de son modèle, identification des impacts potentiels et prévision économique et financière pour anticiper. D'accord. Comment pouvons-nous nous prémunir ? Il n'y a pas 50 solutions et la plus simple, c'est d'aller chercher du cash supplémentaire, mais quels sont les leviers possibles ? Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Il y a différentes manières de procéder. Aucune n'est exclusive. D'ailleurs, elles peuvent parfaitement se compléter, se cumuler, et on va en voir trois principales. On va parler des fonds propres, on va parler de la dette et on va parler de l'activité. Tanguy, est-ce que tu peux nous donner ton analyse sur les fonds propres ? Alors, effectivement, le premier levier, le plus simple et le plus rapide que tout le monde connaît, c'est effectivement l'apport en fonds propres, en compte courant. Après, reste à savoir si vous en avez la possibilité en tant que dirigeant, si vous ne pouviez pas mieux investir ces disponibilités ailleurs, et surtout, est-ce que vous souhaitez, dans ce contexte-là, vous exposer davantage ? Surtout s'il y a d'autres solutions. Et Freddy, peux-tu nous parler justement du deuxième levier qui est la dette ? Et oui, bien sûr, la dette, c'est d'ailleurs le levier qui était le plus sollicité pendant la crise. Mais elle n'est pas illimitée, cette dette. Et notamment, il faut la rembourser. Elle est liée à la capacité de remboursement de l'entreprise. Alors justement, le principal instrument de dette qui est actionné et qui est encore actionnable jusqu'en juin, c'est le PGE. Alors, quelle position avoir vis-à-vis de cet outil ? Alors, avant tout, redéfinissons ce qu'est le PGE. Le PGE, ça a pour objet de renforcer ou de reconstituer une trésorerie pour les sociétés qui ont été fortement perturbées par la crise sanitaire. Ça sert au paiement des fournisseurs, au paiement des salariés, au paiement des tiers. Ce PGE, il est là pour sécuriser la trésorerie de l'entreprise. Le PGE, c'est quoi ? Le prêt garanti par l'État, c'est un prêt qui est justement garanti à hauteur de 90% par l'État, qui peut atteindre jusque 25% du chiffre d'affaires, ou pour les entreprises qui ont été créées après le 1er janvier 2019, ça peut aller jusque 2 années de masse salariale moyenne, ou alors même pour les secteurs du tourisme plus particulièrement touchés, on peut prendre les 3 meilleurs mois de chiffre d'affaires. Et ce PGE, il se déroule en 2 phases. Une première phase, assez simple, sans remboursement, une phase à taux zéro pendant 12 mois. Et pendant cette phase, on ne paye que l'assurance, si on a choisi d'avoir une assurance avec son PGE, et on paye à la fin de cette première phase une prime de garantie, BPI qui a garanti votre prêt, et qui est à hauteur de 0,25%, donc un coût assez modique pour les PME. Alors cette première partie est finalement effectivement assez simple, avec cette assurance qui représente une sorte de frais fixe, ni plus ni moins, mais la suite est un peu moins claire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui. Alors, à l'issue de ces 12 premiers mois, il est possible de rembourser tout parti sans frais de votre PGE et d'opter pour rembourser le solde sur une durée de 60 mois maximum. Cet amortissement peut faire l'objet également d'un différé partiel de remboursement. C'est-à-dire que pendant 12 mois, si on le souhaite, on ne paye que les intérêts, on ne paye que le coût de la garantie si on a choisi, et le coût de l'assurance si on a choisi d'avoir une assurance pendant ces 12 mois. Et d'ailleurs, le CIC l'accepte sur simple demande. Par contre,
la durée maximale de cette dette, de cette deuxième phase, sera de 60 mois, franchise inclus. Et attention, parce que vous devez prendre votre décision avant la fin de la première phase, c'est-à-dire qu'entre le 8e et le 10e mois, normalement, c'est là où vous devez choisir la durée d'amortissement et le montant d'amortissement de votre prêt, en sachant que c'est ça qui entraîne le calcul du coût de la garantie selon la durée que vous avez choisie. C'est-à-dire que si je décide de rembourser mon prêt sur une durée de 60 mois, le coût de la garantie sera calculé sur ces 60 mois. Donc, même si mon activité redécolle plus vite, et si je décide de rembourser avant la fin des 60 mois, par exemple au bout du 12e mois ou du 24e mois, alors il n'y aura pas de pénalité en tous les cas au CIC, mais le coût de la garantie, lui, devra être payé pour l'intégralité de ce qui avait été prévu. Alors là, les coûts et les options sont désormais, c'est vrai, sont plus clairs. Mais maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on souscrit ou pas? Oui, c'est vrai que c'est la vraie question. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore de PGE ou ceux qui n'ont pas atteint leur plafond de montant maximum de PGE, se pose la question d'une souscription. Et cette souscription, elle reste possible jusqu'au 30 juin de cette année. Alors, pour savoir s'il faut souscrire, il convient de se poser des questions parce que les situations sont différentes, les sociétés sont différentes. La première question, c'est de savoir si ma trésorerie, elle a été fortement entamée par la crise sanitaire ou si elle risque d'être entamée par des retards de paiement, par un manque de chiffre d'affaires dû à cette crise. Et c'est là tout l'objet du PGE. Est-ce que ma trésorerie sera suffisante pour assumer le paiement de mes charges, de mes salaires avant une pleine reprise, sachant, je le dis, que les investissements doivent être financés par des prêts adaptés en montant et en durée en fonction du type de financement. Ce prêt ne va-t-il pas bloquer également mes futurs investissements pour reprendre mon activité ou pour développer mon activité? Et surtout, plus important, ma société pourra-t-elle le rembourser, ce prêt? Et pour ceux qui ont déjà un PGE? Là encore, il n'y a pas de solution universelle. Il y a peut-être un dosage à faire entre le remboursement total et l'amortissement total. Et certaines questions peuvent nous aider dans ce choix. Quelle a été l'utilisation de mon PGE? Une utilisation faible de mon PGE tend vers un remboursement très rapide et inversement. Qu'a financé mon PGE? Si votre PGE a par exemple servi à financer du matériel, il faut se poser la question, comme j'ai dit précédemment, d'un financement plus adapté en durée. Est-ce que le retour à la normale pour mon entreprise est acquis? Ou alors est-ce qu'il est visible? Est-ce qu'il va se dérouler dans les jours ou dans les mois qui viennent? Et surtout, quelle est la situation financière de ma structure? Enfin, dans tous les cas, il ne faut pas rester seul face à cette décision. Et là, votre conseiller bancaire, votre expert comptable sont là pour vous aider. Voilà sur le sujet de la dette, Laurent. Par contre, est-ce que tu peux nous donner, toi, ta vision sur le troisième levier, c'est-à-dire comment jouer sur l'activité pour générer du cash? Alors effectivement, le dernier levier pour se financer est finalement le plus naturel puisqu'il s'agit mécaniquement de sa propre activité, de son chiffre d'affaires. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout chiffre d'affaires profitable génère naturellement du cash lorsqu'il est encaissé. Cet apport est le fruit naturel de son activité. Malheureusement, on en tire les pleins bénéfices lorsqu'on encaisse les factures. Et donc, comme on est soumis souvent à des délais de paiement, vous avez une réserve de cash uniquement si on arrive à gommer ce délai. Alors, lorsqu'on travaille exclusivement avec des entreprises ou des administrations, comme c'est le cas pour la plupart d'entre vous, cette réserve de cash représente parfois jusqu'à 2 mois de chiffre d'affaires, ce qui est absolument considérable. On est du niveau de ce qui a été développé avec les PGE. Donc, c'est vraiment une ressource extrêmement importante. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est évidemment négocier des paiements plus rapides de ses clients ou des délais un peu plus longs avec ses fournisseurs. Le seul souci, c'est qu'il est difficile de maîtriser des accords dans la durée, des accords de ce type dans la durée, et ensuite, il peut y avoir des escomptes assez coûteux. Alors, c'est pour ça qu'on va voir qu'il existe d'autres solutions qui permettent d'accélérer, enfin en tout cas d'avoir accès à ce cash, comme de financer ces factures, et ce qui permet d'accélérer le processus avec surtout davantage de sécurité. Donc quand tu parles de solutions, j'imagine que tu parles de ta spécialité, qui est le financement du poste client. Ouais, je suis un peu plus expert en ce domaine qu'en conjoncture économique. On avait dit tout à l'heure que le financement du poste client était un excellent outil pour générer de la trésorerie complémentaire. Alors d'abord, pourquoi faire? Alors on l'a déjà un peu vu, hein, mais je vous le résumer. D'abord, pour se sécuriser, donc pour un peu comme une cagnotte, c'est ce qui a d'ailleurs été le cas avec le PGE depuis 1 an. Ensuite, pour couvrir ses besoins du quotidien,
C'est ce qu'on va appeler le besoin en fonds de roulement ou le cycle d'exploitation. En fait, on peut schématiser en disant que c'est l'écart entre le paiement de ses fournisseurs et le règlement de ses clients. Alors, dans cette période, couvrir ce type de besoin va être extrêmement important, et notamment pour bien payer ses fournisseurs en temps et en heure, et pour conserver la confiance de ses partenaires. Et enfin, le troisième, dont on y pense un petit peu moins, mais cette trésorerie supplémentaire peut être déclenchée et utilisée pour mieux gérer et optimiser ses achats et ses stocks. Alors en fait, chacun d'entre vous peut se poser la question de savoir si en achetant mieux ou en stockant d'une manière plus efficace, on a l'opportunité d'augmenter soit ses marges, soit son chiffre d'affaires, ou les deux. Et pour le coup, on déclenche un vrai cercle vertueux. D'accord, merci Laurent. Mais maintenant qu'on voit mieux les différents intérêts de disposer d'une réserve de cash, la mobilisation du poste client, comment ça marche concrètement? Alors, s'il y a plusieurs solutions ou techniques, il y a quelques fondamentaux communs. Alors, les prérequis sont assez simples puisqu'il suffit globalement d'avoir des factures sur des clients, des entreprises ou des administrations, ce qu'on appelle le B2B, et qu'elles correspondent à des prestations réalisées. Donc, on ne peut pas financer de facture d'acompte, par exemple. Ce sont des solutions qui permettent de confier ces factures à un tiers, une banque, un facteur comme moi, qui pourra les financer des réceptions et gérer les encaissements. Enfin, en termes de… Alors, il existe aujourd'hui, c'est important, des outils de dématérialisation et de signature électronique qui sont extrêmement simples à mettre en place et qui permettent une très, très grande agilité et de fluidité dans les échanges. Ouais, c'est ce qu'on appelle la facturage, en fait. Alors oui, mais pas seulement. En fait, il existe deux termes dont chacun a certainement entendu parler. Alors, la facturage, bien sûr, mais également le DAI. En fait, ce sont les deux faces d'une même pièce, car elles permettent toutes les deux un financement quasiment immédiat. L'énorme avantage, c'est que ce financement n'est pas une dette à proprement parler, comme le PGE, puisque ce sont vos clients qui remboursent finalement l'avance et non pas nous-mêmes. Alors, la structure de la tarification est également assez similaire, avec des frais de gestion d'un côté et des frais d'ajout de financement. Ceci étant dit, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvaises solutions, de bons ou de mauvais financements, plus ou moins chers. En fait, les différences qui existent entre les solutions permettent juste de s'adapter au profil des clients. Ouais, mais quelles sont les différences finalement? Alors, pour le DAI, vous remettez des factures à l'unité, sans l'obligation de remise. Mais vous êtes limité sur les encours via un plafond un petit peu comme un découvert, si on veut. Cette solution est donc particulièrement adaptée pour des besoins irréguliers ou saisonniers ou pour le financement de situations de travaux, ce qui est particulièrement le cas évidemment dans le bâtiment. Alors, on bénéficie d'une gestion des relances, mais qui ne s'applique évidemment qu'aux factures qu'on a cédées. Si je comprends bien, on est un peu sur du financement en flash sur le DI, mais avant ce webinaire, tu me parlais d'assurance crédit. Oui, alors effectivement, on a là une différence significative. La facturage est une solution qui est un petit peu plus structurante. Le financement est effectivement systématiquement relié à de l'assurance crédit. Alors d'abord, ça garantit contre l'insolvabilité des clients à hauteur de 100% quand même des montants avancés, ce qui n'est pas rien. On cède des clients, les clients qu'on choisit, pas forcément l'intégralité de son portefeuille. En revanche, on cède toutes les factures qui sont attachées à ces clients-là. Alors, cette couverture de l'assurance crédit, au-delà de la visibilité et de la sécurisation qu'elle apporte, elle permet aussi d'avoir ce qu'on appelle un financement déplafonné. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas de limite en soi. Les capacités de financement dépendent uniquement du chiffre d'affaires qui est créé. Alors, par nature, on voit bien, c'est particulièrement adapté pour les sociétés en très forte croissance, ou en rebond, ou en reprise, c'est ce qu'on évoquait depuis le début, ou les créations d'entreprises, ou des entreprises qui évoluent sur un secteur fragile, une clientèle fragile, un secteur instable, ou qui ont des besoins importants liés à leur cycle d'exploitation. D'accord. Que pense KPMG de cette solution? Alors, je pense effectivement qu'il s'agit d'un bon levier qui permet de financer sa reprise et son accroissement d'activité sans pour autant, comme on l'a dit précédemment, impacter son endettement et qui donc est une réserve de cash qui n'est pas dimensionnée aux performances futures de la société. C'est un levier qui doit néanmoins pas financer les moyens et long terme qui résulteraient finalement de problèmes plus structurels et notamment de la sous-performance. Donc les impacts sur la trésorerie de ces trois leviers sont logiquement favorables et cette période doit nous emmener à être prudents en actionnant au maximum tous les leviers qui s'offrent à nous
et afin de disposer du maximum de cash à l'instant T. Néanmoins, ils doivent être actionnés à bon escient et donc l'anticipation via la réalisation de prévisions d'exploitation et de trésorerie nous semble indispensable pour pérenniser ces activités. Freddy, je te repasse donc la parole et nous allons vous présenter dans cette dernière partie des exemples plus concrets. Ouais, on voit bien qu'il existe de multiples solutions en fonction des situations qui sont forcément hétérogènes. Et la décision va être très engageante pour l'avenir de votre société. Il va donc falloir se poser les bonnes questions, s'entourer des conseils de son expert comptable, de sa banque. Et ce que je vous propose maintenant pour cette dernière partie, c'est de donner un petit peu de corps à cette démarche, si vous le voulez bien. Et je vous propose de faire un petit exercice fictif de projection avec deux situations différentes, deux clients différents. Allez, j'ai un premier client qui travaille dans le bâtiment, on va dire le gros œuvre. Il existe depuis plusieurs années, il a une structure plutôt solide, il gère des chantiers assez importants avec des collectivités ou des promoteurs et il n'a jamais vraiment eu besoin de trésorerie. Toutefois, il a souscrit un PGE pour se sécuriser. Qu'est-ce que vous lui conseillez, Tanguy ? Alors, tout d'abord, on l'a vu, il faut qu'il fasse bien ce travail de prévision et de définition du besoin pour évaluer les différents scénarios de reprise et peut-être prendre celui qui sera le plus dégradé, entre guillemets, pour anticiper. Donc ensuite, les besoins devraient vraisemblablement rester plutôt exceptionnels. Comme tu l'as dit, il n'y a pas eu de besoin particulier depuis plusieurs années dans cette entreprise. Et dans ce cadre, le PGE est amorti, soit le PGE est amorti pour conserver cette marge, soit on peut basculer sur une ligne de sécurité différente et notamment en mobilisant le poste client par exemple. L'intérêt de cette bascule sera d'autant plus fort compte tenu du secteur que la société doit réaliser des investissements, enfin certainement réaliser des investissements prévisionnels et le remboursement du PGE laissera ainsi de la place pour faciliter ces investissements. D'accord. Merci Tanguy. Laurent, vers quelle solution pourrait basculer mon client ? Sur des besoins un petit peu aléatoires comme celui-ci, et particulièrement dans le BTP qui génère des situations de travaux, il est clair que je préconiserais la mise en œuvre d'une ligne d'AI qui ici servirait essentiellement de ligne de sécurité finalement. Alors s'il n'y a pas ou peu d'utilisation, le coût sera bien inférieur à l'amortissement du PGE pour des bénéfices qui seront complètement identiques. Le client aura juste finalement anticipé un peu la remise de sa ou de ses factures pour avoir le maximum d'efficacité. Très bien. Merci pour vos préconisations, vos solutions. On va prendre un deuxième exemple, une situation un petit peu différente. Le client qui travaille dans le négoce, on va dire par exemple les solutions et les produits informatiques, il a beaucoup de clients, assez peu récurrents et très hétérogènes. Sa structure, elle est plutôt récente, elle est encore juste pour couvrir ses besoins. Il était accompagné avec du découvert avant la crise. Il a donc souscrit forcément un PGE. La trésorerie est aujourd'hui positive grâce à cet apport, mais le PGE, il a déjà été largement consommé. Quelle préconisation pourriez-vous avoir pour mon client ? Alors, pour le coup, les dynamiques sont très différentes du premier cas. Là encore, et peut-être même davantage que le précédent, il faut anticiper au maximum et installer les prévisionnels et des prévisions d'exploitation et de trésorerie, car les marges de manœuvre vont être beaucoup plus étroites du fait de cette instabilité évoquée. La structure, on l'a vu, elle est fragile, la clientèle présente des risques d'insolvabilité et l'activité de négoce génère des besoins importants dans la croissance du fait du poids des achats et des stocks. Comme les besoins vont être potentiellement très significatifs, il faut mettre toutes les solutions pérennes en place pour être en capacité de se sécuriser et de profiter de cette reprise d'activité. Donc la première décision, c'est évidemment d'amortir son PGE sur une durée longue et je vais laisser Laurent faire sa préconisation en termes de mobilisation du poste client, car je doute qu'il puisse être envisagé une enveloppe supplémentaire sur la partie PGE. Oui, certainement. Et alors, il faut évidemment, de mon côté, aller vers une solution qui apporte le maximum de garanties. Et on l'a vu, c'est la facturage qui, par nature, est la solution qui apporte le plus grand éventail de bénéfices. Alors, tant en termes de volume de financement que de services associés. Alors, on en parlait tout à l'heure, l'assurance crédit d'abord, notre client aura la possibilité d'avoir plus de visibilité sur la qualité de ses clients et puis d'éviter l'impayé qui pourrait être mortifère dans ce contexte. Et ensuite, la facturage permettra de déplafonner le financement et donc de donner des marges de manœuvre
y compris dans un scénario qui est favorable. Parce que comme tu l'évoquais, dans le négoce, toute reprise d'activité engendre un accroissement de besoins extrêmement important à court terme. Donc au final, avec cette solution, notre client se donne de la visibilité, se sécurise et sécurise son business et se donne la possibilité de récolter les fruits finalement d'une vraie reprise d'activité. D'accord. Merci Laurent, merci Tanguy, merci de nous avoir donné votre vision sur cette reprise d'activité. Et pour conclure, on voit bien qu'il n'y a pas de réponse universelle pour financer sa reprise d'activité. Et on espère en tous les cas que cette présentation vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Et nous pouvons d'ores et déjà approfondir un peu au travers de vos questions. Et on vous propose également d'individualiser vos réflexions en fonction de votre situation, en fonction de votre environnement économique propre, en sachant, je vous l'ai déjà dit, mais que votre expert comptable peut vous aider dans cette démarche, tout comme votre conseiller bancaire qui est à votre disposition, avec au besoin les équipes de CIC Factoring Solutions. Merci à tous pour votre participation et passons maintenant aux questions. Est-ce que vous m'entendez ? Nous t'entendons, Germain. C'est parfait. Bon, premièrement, merci Tanguy, merci Freddy et merci Laurent pour cette présentation. Donc, quelques questions ont été posées dans l'onglet questions-réponses. Donc, on commence par la première. Donc, on entend parler d'un allongement de durée de l'amortissement des PGE. Qu'en est-il ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, cet allongement de durée de PGE. Simplement, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'est pas question d'un allongement sur toutes les activités. Les discussions qui sont en cours entre le gouvernement et entre l'Europe, ça serait d'allonger l'amortissement du PGE pour les secteurs vraiment les plus touchés. Et ça sera au cas par cas. Mais aujourd'hui, en tous les cas, il n'y a rien de fait. Il n'y a pas de certitude sur le sujet. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir l'éventail des possibilités. Voilà, Germain, pour cette question. Merci Freddy. Une deuxième question. Donc, si nous remboursons notre PGE, pouvons-nous en souscrire un autre avant le 30 juin 2021 ? Allez, donc je m'y recolle. Oui, alors, on peut, si vous remboursez votre PGE, vous pouvez encore en souscrire si vous n'avez pas utilisé l'intégralité de votre enveloppe. C'est-à-dire que vous avez le droit, comme je vous l'ai dit, à 25% de votre chiffre d'affaires pour la majorité des cas. Donc, si vous n'avez pas atteint ces 25%, vous pouvez resouscrire un PGE complémentaire, même si vous avez remboursé le premier. Mais par contre, en tous les cas, c'est pas une enveloppe qui se reconstitue. C'est-à-dire que vous avez le droit en tout et pour tout à 25% de votre chiffre d'affaires. Si vous avez déjà utilisé ces 25% de chiffre d'affaires et même si vous avez remboursé par anticipation une partie de ce PGE, vous ne pouvez pas en resouscrire un nouveau. Ok, parfait Freddy, merci. Autre question, l'affacturage peut-il financer des clients à l'export et du service ? Oui, alors l'affacturage et plus que le DAI d'ailleurs peut financer des factures à l'export dans le proche ou le lointain export d'ailleurs. Et on a des options qui nous permettent de travailler avec des primo, y compris avec des primo-exportateurs qui ont peu de factures sur l'export. Ok, merci Laurent. Donc, une autre question donc, sur la tarification de l'affacturage qui aurait la réputation d'être cher. Oui, alors je mentirais si je vous disais que je ne m'attendais pas à ce type de question. Alors, il est impossible de répondre précisément à cette question en termes de coûts pour une raison très simple. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, il existe plusieurs solutions différentes et au-delà de ça, il existe des variables importantes. Je vais vous prendre quelques exemples. Si on remet une facture de 5 000 euros par an ou 1 million d'euros de facture, c'est pas pareil. Si je remets une facture de 30 000 euros ou 10 factures de 3 000, c'est pas pareil. Si mes clients me payent à 30 jours ou à 60 jours, c'est pas pareil. Donc, au final, on a un écart type qui est très, très important en termes de tarification entre nos clients, qui peuvent aller peut-être de 1 à 4 ou 5. Alors bon, si on veut toutefois se donner quand même une petite fourchette dans la règle des 80-20, on peut estimer que la majorité de nos clients, in fine, ont un coût qui va en équivalent escompte entre 1 et 2%. Voilà. Donc, on va dire que la majorité va se retrouver là-dedans. Alors après, la vraie question, c'est quoi? C'est cher ou c'est pas cher? Alors, je sais pas répondre à cette question parce que finalement, l'important, c'est pas le coût. L'important, c'est la valeur et c'est les bénéfices qu'on tire de ce type de solution. Et c'est ce qu'on a essayé de voir dans ce webinaire, c'est de se poser les bonnes questions.
c'est de voir quels bénéfices on peut en tirer et si, in fine, ce type de solution a permis de garder la confiance avec ses fournisseurs, a permis de bien développer son chiffre d'affaires, éventuellement de développer ses marges, alors la question du coût se posera même pas, comme elle se pose pas pour l'essentiel de nos 5000 clients aujourd'hui qui nous font confiance. Merci Laurent. Merci Laurent. Et dernière question, donc comment bien définir mon besoin de trésorerie? Tanguy? Effectivement, comment bien définir? Alors, je pense que c'est quand même assez technique. Alors, soit vous avez compétences en interne, soit, à mon avis, faites-vous accompagner. Alors, pour bien définir le besoin de trésorerie, il faut déjà bien définir ses prévisions d'exploitation. Donc, comme j'ai pu l'aborder, bien définir quel va être votre niveau d'activité avec vos connaissances, notamment vos outils de gestion. Ensuite, à peu près votre marge sur coût variable qui peut déterminer, puis une structure de charge fixe. Ça, c'est plus pour la partie exploitation. Et après, il y a une certaine technique. Donc, en fonction des compétences que vous pouvez avoir en interne, il faut projeter effectivement quel est l'apurement de votre encours fournisseur. Alors là, ça devient peut-être un peu technique, mais bien définir vos lois finalement de décaissement et d'encaissement client et bien projeter quels vont être notamment les remboursements PGE, quel peut être l'impact de la mise en place d'une solution de financement du poste client. Donc voilà, c'est essayer de bien tout prendre en compte en fonction des spécificités de l'entreprise. C'est tout le temps propre à chaque entreprise. Et donc voilà ce que je pourrais dire en 3 mots. Ok, parfait. Merci beaucoup Tanguy. Je vous rends la parole sur le plateau pour la conclusion. Merci à tous. Merci encore à tous et à toutes pour l'intérêt que vous avez pu porter. Je vois que la thématique était intéressante et que le format vous a plu. Nous vous remercions tous et toutes et on vous donne rendez-vous au prochain webinaire. Merci à tous. Merci à tous.